Bonjour et bienvenue à tous dans les futurs locaux pantinois de l'Agence nationale de la rénovation urbaine que vous aurez l'occasion peut-être d'apercevoir pour ce grand débat des GRU qui veut interroger et expliciter le lien entre école et rénovation urbaine. Évidemment, l'école est au centre du pacte républicain, elle est le premier levier de l'égalité entre les citoyens, elle est la clé qui ouvre le champ des possibles. Pourtant, on parle bien de lycée de banlieue et de lycée de centre-ville et la distinction est limpide pour tous en termes de hiérarchisation des uns par rapport aux autres. Hiérarchisation d'ailleurs qui est réelle ou fantasmée, on en parlera. Mais comment faire pour qu'à travers tous les programmes de renouvellement urbain qui touchent près de 400 quartiers, le destin scolaire des élèves soit transformé? Comment intervenir efficacement pour que demain, écoles, collèges, lycées de banlieue garantissent l'égalité scolaire? Évidemment, il faut agir et c'est le point de départ des programmes de rénovation urbaine sur le bâti, la qualité architecturale et technique des établissements, sur le dur, si je puis dire. Mais une fois l'écrin fait, refait ou rénové, il faut le faire vivre, l'articuler à la vie du quartier pour qu'il devienne ou redevienne le symbole de l'égalité des chances. C'est donc autour de ces quelques questions que nous allons ouvrir le débat aujourd'hui, avec mes invités bien sûr, mais aussi avec vous tous qui êtes derrière vos écrans. Vous pouvez poser vos questions via l'interface qui est disponible sur votre application. École, suffit-il donc de faire le mur, comme l'interroge l'intitulé de ce débat? Assurément, il faut en construire des murs, mais assurément aussi, il faut les faire tomber pour donner corps à un projet éducatif et ouvrir l'école. Bâtir des murs et les faire tomber, vaste programme donc pour cet après-midi. Pour en discuter, je suis heureux d'accueillir Hélène Geoffroy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne ministre de la Ville, maire d'Auvron-en-Velin et vice-présidente du Conseil national des villes, n'en jetez plus. Charline Avenel, bonjour. Vous êtes rectrice de l'Académie de Versailles, celle qui accueille le plus d'élèves. C'est combien d'élèves une académie comme Versailles? 1,2 million, 100 000 enseignants, Madame 10%. C'est comme ça qu'on vous appelle quand vous êtes arrivé, effectivement. Olivier Klein, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, mais aussi le maire de Clichy-sous-Bois. Vous êtes enseignant de métier, je le rappelle, prof de physique, si ma mémoire est bonne. Absolument. Et puis, vous avez été auteur en 2007 d'un rapport sur l'amélioration du patrimoine scolaire. J'imagine que vous porterez au cours de ce débat, tour à tour, chacune de ces 3, 4, 5 casquettes que je viens d'énoncer, à la fois au nom de l'ANRU et au nom de l'élu local. Celle de parents aussi. Je pense que la question, c'est une question importante et quand on regarde l'école, la vision des parents est importante. Parents d'élèves, j'avais oublié. Ariane Azéma, bonjour. Bonjour. Vous êtes la déléguée générale de la Ligue de l'enseignement, vous êtes inspectrice générale de l'éducation nationale et vous avez rendu en 2009, vous aussi, un rapport intitulé « Territoire et réussite ». L'ANRU a publié ce matin une étude dont vous avez probablement eu connaissance, réalisée par Harris Interactive, qui dessine un vrai désir d'école. En effet, 84% des habitants de la France pensent qu'il est nécessaire de développer prioritairement l'école pour améliorer les conditions de vie dans leur quartier. Et quand cette question est posée aux seuls habitants des quartiers populaires, ils sont 89% à répondre par l'affirmative. 9 habitants de quartier de QPV sur 10 veulent plus d'écoles. Qu'est-ce que cela vous inspire, Charline Avenel? C'est un cri de manque ou un cri d'amour? C'est un cri d'amour, évidemment, mais je crois que la société française, les Français se sont rendus compte de la centralité de l'école. Ils le savaient déjà, évidemment, mais l'année qui vient de s'écouler rappelle l'évidence de cette centralité. La société française, elle a tenu parce que les écoles étaient ouvertes, parce qu'on y était bien, parce qu'on continuait à y apprendre et on continuait à y avoir du lien et du lien social. Donc tout ça, c'est l'école, c'est central, ça doit être au cœur de la ville et je crois que c'est ce que traduit avec beaucoup d'acuité le sondage que vous venez de mentionner. Alors dans un premier temps, on va essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut construire, bâtir, on va s'intéresser aux murs. Hélène Geoffroy, vous avez hérité d'une ville en 2014, enfin hérité c'est un grand mot. Aucune école n'avait été construite dans les 40 ans qui avaient précédé votre arrivée à la mairie. Donc en gros, le projet de construction s'était arrêté au milieu des années 70. Vous en avez construit 4 depuis votre arrivée. Comment est-ce qu'on construit une école? En tant qu'élu, à quoi on pense? On y pense d'abord comme une nécessité venue du terrain. Peut-être 2 éléments d'ensemble pour une ville comme Vaux-en-Velin qui est un peu l'une des villes emblématiques des sujets liés aux questions de politique de la ville et de renouvellement urbain. Ce qui était une évidence pour l'élu local que je suis, mais aussi dans mes anciennes fonctions, vous en parliez, secrétaire d'État, c'est qu'on ne pouvait pas penser un renouvellement urbain si nous ne retravaillions pas la question de l'école.
Le débat majeur était le suivant. Nous refaisons les logements. Nous essayons de conserver les habitants qui vont le mieux. C'est un des enjeux de la politique de la ville, c'est que ceux qui s'en sortent ne fuient pas nos territoires. Et le lieu qui permet de fixer les habitants, de les rassurer, c'est l'école. On choisit un quartier aussi en fonction de l'école, du transport pour aller au travail, et puis de l'école. Alors l'école, évidemment, ce sont les enseignants, c'est les enseignements, la pédagogie qui est pratiquée, mais c'est aussi les murs. Et lorsque nous, à Vaux-en-Velin, en 2014, en fait, nous avions les écoles héritées de la construction de la ZUP, ces zones à urbaniser en priorité des années 60-70, et qui, depuis, dont certaines n'avaient pas été suffisamment rénovées, donc qui avaient 40 ans, et puis un manque d'écoles neuves parce que nous sommes une ville, et c'est souvent le cas des villes de banlieue, des villes jeunes. Moi, plus de la moitié de la population de ma ville a moins de 30 ans. Vaux-en-Velin, c'est 50 000 habitants. 14 000 populations scolaires. Oui, c'est moins de... Et 50% qui a moins de 30 ans, donc ça veut dire aussi donc des élèves, et puis des jeunes couples qui, du coup, recherchent aussi les écoles. Et donc, l'un des sujets a été très vite, si nous voulons réussir la ville et la cohésion aussi dans la ville, parce que l'école, c'est aussi le lieu où les parents, quels qu'ils soient, se rencontrent. C'est un enjeu important dans une ville, c'est que finalement, chacun vit un peu en silo. L'école, le sport sont encore les moments de rencontre, et l'école surtout, puisque tout le monde y est. Et nous nous sommes rendus compte de l'adhésion et de l'entraînement que cela procurait auprès des parents d'élèves, d'être sur des projets concrets, d'écoles que l'on construit ou d'écoles que l'on rénove. Et nous y reviendrons sûrement sur la participation des parents qui est essentielle dans un projet éducatif, puisque ce sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Mais ça a été important aussi pour redonner une conviction de la qualité de la vie, de la qualité de l'attention portée par la République, parce qu'on refaisait l'école et que l'on considérait ce qui est l'essentiel pour chaque adulte, c'est-à-dire ses enfants. Olivier Klein, là, je ne sais plus si j'interroge le président de l'ANRU ou le maire, mais quand on réfléchit à l'implantation d'un établissement scolaire, on le pense comme un outil pour sortir les habitants de leur quartier ou pour faire venir des nouveaux habitants dans le quartier? Les deux. D'abord, l'implantation géographique, et Madame Avenel le disait tout à l'heure, est fondamentale. Comment est-ce qu'on arbitre? D'abord, c'est pas simple parce qu'il y a l'histoire. Comme Hélène, j'ai une ville dans laquelle les écoles ont été implantées au milieu des années 60 avec une réflexion qui était urbaine et surtout foncière. Donc quand on fait du renouvellement urbain, on réfléchit. Moi, dans mon premier programme, on a réalisé 3 écoles. Dans le nouveau, on va en réaliser une avec une vraie volonté d'être un pôle éducatif. Donc on n'a pas toujours le foncier pour déplacer l'école. Par contre, on a un levier. Nous, c'est la carte scolaire. Donc c'est pas parce que l'école ne bouge pas qu'on n'a pas des capacités à réfléchir à toutes les fonctions, celles de l'école, mais de tout ce qui va venir à l'intérieur de cette école. Et puis aussi au temps de l'école. Moi, par moment, comme maire, comme président de l'ANRU, je regarde aussi. Quand je vois certaines de mes écoles complètement closes pendant tous les week-ends avec des paniers de basket dans lesquels les gamins du quartier passent leur temps à faire le mur, et à côté de cette école, je réalise un city-stade avec les mêmes paniers de basket, je me dis peut-être que dans la prochaine école, je me donnerai les moyens de faire que les habitants du quartier peuvent rentrer dans l'école en dehors du temps de l'école. Et avec le projet qu'on mène de pôle éducatif, mais j'en ai vu ailleurs, on parle souvent du pôle Molière au Mureau. À Nîmes, j'ai vu aussi un projet où on a complètement, parce qu'il y avait le foncier, déplacé l'école, puis on a amené la bibliothèque du quartier dans l'école. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réfléchir l'école comme un lieu de vie, comme un lieu... Il faut mettre l'école au centre du village pour détourner la formule. Oui, comme d'autres, mais oui. Enfin, ça a été dit par Hélène Geoffroy. C'est la question qu'on se pose tous comme parents, c'est dans quelle école je vais mettre mon enfant? Est-ce que j'en serai fier? Est-ce que j'y amènerai mon enfant tous les matins avec plaisir? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle va assurer à mon enfant toutes les chances de réussite? Et donc c'est toutes ces fonctions-là qu'il faut réfléchir sur où on met l'école
avec quelle carte scolaire, avec quelle fonction en dehors du temps scolaire. Est-ce que ce qu'on essaye de faire nous, est-ce qu'en apportant d'autres acteurs de l'acte éducatif, les animateurs, les auxiliaires de puéricultrices, nous on va ramener une halte-jeu dans le nouveau pôle éducatif, parce que je trouve que les pratiques de cette halte-jeu sont extrêmement enrichissantes. Et puis on est en train de créer un grand restaurant dans lequel les différents professionnels de l'éducation pourront se retrouver, travailler, échanger, déjeuner. Et maintenant qu'on va pouvoir se retrouver, le temps du déjeuner est aussi un temps convivial dans lequel on peut échanger. Donc c'est tout ça. Et c'est vrai qu'à l'ANRU, beaucoup de programmes de renouvellement urbain ont un projet éducatif, un projet scolaire dans le programme, et c'est extrêmement important pour nous d'essayer de l'accompagner, mais pas seulement sur la question du bâti et du mur, mais aussi avec l'éducation nationale, avec l'ensemble des acteurs éducatifs, sur en quoi l'école apporte et toutes ces fonctions apportent un vrai plus dans la construction de ce nouveau quartier. Et je pense que, voilà, après, bouger l'école, c'est pas toujours ça le plus important, c'est pour qui l'école. On en parlera évidemment. 60% des projets en rue ont un volet scolaire dans le rapport. Plus de 200 écoles dans le premier programme. Ariane Azéma, dans votre rapport de 2019, qui est très récent, vous disiez il faut, je reprends votre formule, il faut améliorer l'ordinaire des écoles. C'est quoi l'ordinaire d'une école ? Alors, lors de la dernière refonte de l'éducation prioritaire, qui concerne notamment les quartiers politiques de la ville, et à un moment où on a aussi refondu la politique de la ville dans les années 2014-2015, toute une série de mesures ont été engagées par le ministère de l'Éducation nationale, qui se poursuivent aujourd'hui, qui visaient à renforcer la mixité sociale, qui visaient à contribuer à la mobilisation des équipes enseignantes, des équipes administratives et de l'ensemble des personnels, mais qui visait aussi à revenir peut-être par rapport aux années précédentes à une intensité ou à une attention sur ce qui fait le quotidien d'une école, c'est-à-dire quelles sont les conditions de scolarisation et d'apprentissage. L'idée était, il faut bien sûr améliorer au fond tout ce qui est accompagnement social, accompagnement culturel, mais il faut aussi, au fond, insister, être exigeant, comme dans toutes les écoles de la République, sur la réussite des élèves et sur leur capacité à apprendre, j'ai envie de dire, comme tous les écoliers et les collégiens de France. Voilà. Et dans le rapport, on a voulu, avec Pierre Mathieu, rappeler cette question-là, puisque souvent l'école est effectivement considérée comme un enjeu au cœur de la mixité urbaine et des quartiers, mais c'est aussi voilà, un lieu d'apprentissage. Et j'en profite peut-être en rebondissant sur ce qui était évoqué. Charline Avenel évoquait l'école centrale. J'ai envie de dire l'école centrale et aussi tout ce qui est complémentaire de l'école. Alors, comme représentante d'un grand réseau d'éducation populaire, vous comprenez pourquoi j'évoque ceci, c'est-à-dire le périscolaire, les loisirs éducatifs, les activités sportives qu'Hélène Geoffroy évoquait. Et puis par rapport à ce que disait Olivier Klein à l'instant, sur les questions de localisation, la diversité des quartiers politiques de la ville est bien sûr à prendre en compte. C'est plus de 1500 quartiers qui ont des topographies, des configurations extrêmement diverses. En tout cas, c'est ce qu'on avait, avec Pierre Mathieu, souligné dans le rapport. Et il y a des possibles de relocalisation, il y a des possibilités au contraire d'ancrage local. Il y a aussi des questions de mitoyenneté à considérer. Donc on a toute une palette très diverse à caler sur mesure avec les projets urbains. Je vous invite à poser des questions. On fera une séquence de questions pour les spectateurs dans quelques minutes. Charline Avenel, c'est un projet de géopolitique à l'échelle d'un quartier, de réfléchir à une école. Et à quel moment est-ce que vous vous invitez dans les débats qui sont menés à l'ANRU quand vous apprenez qu'un quartier est en rénovation ? Alors, je voudrais dire plusieurs choses. J'ai affirmé la centralité de l'école et je pense que tous les acteurs qui sont ici sont très d'accord. Plus précisément sur la localisation d'une école, deux exemples très forts dans mon académie qui illustrent ce qui vient d'être dit. Un projet d'école au cœur du Val-Foudré, là, à Mantes-la-Jolie, qui émerge, un nouveau collège de Mantes. C'est un pari incroyable, mais c'est pas tant que ça un pari. C'est une évidence que de positionner un nouveau collège qui va être très innovant du point de vue pédagogique et du point de vue du rapport au périscolaire,
aux familles qui vont pouvoir venir, qui vont avoir des espaces cafés. Donc c'est un pari très fort, mais un parti pris surtout très fort que de positionner là. Et puis vous avez évoqué, Monsieur le Président, le pôle Molière au Mureau, qui n'est évidemment pas qu'un pôle scolaire, qui est un pôle d'interaction avec du périscolaire, des associations, où en effet le dimanche c'est ouvert. Le maire me disait la semaine dernière qu'il voulait que ce soit ouvert 24 heures sur 24. Voilà. Alors à quel moment on décide de cela ? Avec les collectivités locales, toutes, quelles qu'elles sont, on a une capacité d'anticipation. En réalité, l'inducteur, c'est la démographie. On parle de ça, on part de ça. On a une projection démographique et donc on arrive à anticiper les choses. Mais anticiper la démographie et donc la localisation, c'est une chose. Anticiper ce que seront les tendances de l'école, les besoins. Et je pense que tous les élus, notamment les maires qui financent les écoles aujourd'hui, ont été sans doute désarmés, ou en tout cas on est tous confrontés aux évolutions de l'école. Aujourd'hui, la grande tendance, notamment dans les quartiers d'éducation prioritaire, c'est la division des CP. Et donc, on a tous été confrontés à des difficultés de bâti, particulièrement dans les zones très denses. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a besoin d'anticiper très longtemps en amont la prospective de l'école. Quelles seront les grandes tendances pédagogiques. Et donc, il faut qu'on ait des lieux de gouvernance, des lieux de prospective, où on se dit, c'est quoi la salle de classe de demain ? C'est quoi la récréation de demain ? Quelles sont les tendances en termes d'espace interstitiel ? Où est-ce qu'on accueille les parents ? Et donc ces questions, qui sont des questions aux confins du pédagogique et du bâti scolaire, doivent, à mon avis, être explorées, mais dans un ensemble qui compte les collectivités locales, l'État, l'ANRU, qui d'ailleurs s'est muni d'une vraie capacité de prospective sur ces sujets. Et voilà, par exemple, moi, à l'échelle de l'académie, j'ai mis en place une cellule bâti scolaire, un club des partenaires. Alors, pas forcément facile de faire venir les 4 présidents de département avec la région, avec quelques maires, tous ensemble. Mais c'est à cela qu'on travaille. Et en tout cas, vous pensez que les nouvelles dispositions de la loi 4D, je pense notamment en termes de gouvernance des présidents de région et de département sur les gestionnaires d'écoles, peuvent mettre un petit peu d'huile dans les rouages là-dessus ? Alors ça, au sein de l'éducation nationale, c'est un sujet qui est un petit peu sensible. Peut-être pas celui qui stimule le plus le collectif autour de ces sujets, mais je pense qu'il s'agit plutôt d'inventer des modes de gouvernance assez souples, sur une échelle territoriale donnée, et puis pouvoir se parler de ces tendances pédagogiques, de pouvoir les anticiper et de pouvoir, du coup, en conséquence, collectivités locales et État ensemble, ajuster des programmes et se positionner dans la durée. Hélène Geoffroy, justement, Madame Avenel en parlait. Comment est-ce qu'on fait en tant qu'élu local quand il faut dédoubler les classes de CP d'une rentrée sur l'autre, pratiquement, sur des projets que vous aviez conçus il y a quelques années? Olivier Klein, la question s'adresse aussi à vous, évidemment. C'est vrai que nous avons eu, dans un temps plus long qu'une année, entre juin et septembre, lorsque les dédoublements de CP interviennent, pour réagir. Et il est vrai que moi, je suis maire d'une ville dont toutes les écoles sont en REP+. C'est une des particularités. Nous ne sommes pas très nombreux en France à avoir l'intégralité de nos écoles. Je partage ça avec Clichy. Voir l'intégralité de nos écoles en REP+. Ceci explique peut-être votre présence à tous les deux. Voilà, et notre amitié. Et voilà, tout à fait. Et l'importance qu'on accorde et la sensibilité peut-être du sujet concernant l'école. Lorsque la proposition est faite de dédoubler l'école, de dédoubler les classes de CP d'abord, puis celles de C1, et puis aujourd'hui, moi pour ma prochaine rentrée, ce sont les grandes sections. D'abord, évidemment, un accueil plutôt favorable en disant finalement, moins d'élèves par classe, ça semble augurer, et ça a été le cas d'ailleurs, de meilleures conditions d'apprentissage.
Mais pour le maire, tout de suite, la première question, évidemment, comment nous allons pouvoir, dans les écoles telles qu'elles sont faites, permettre de dédoubler réellement. Et donc, nous avons dû faire un partage entre les classes où il y a 2 maîtres, de professeurs des écoles, excusez-moi, et des classes où nous avons inventé toutes sortes de systèmes de cloisons. Et ça a été une vraie inventivité, mais en même temps une très grande réactivité en réalité des collectivités locales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous imaginez des classes plus petites pour des effectifs plus réduits? Et donc j'y arrive effectivement. Et dans le même temps, nous étions en train de construire des écoles neuves dont les projets étaient lancés sans dédoublement des classes. Que vous l'avez dit, le temps est long entre le moment où on lance le concours d'architecte et que l'on arrive au premier coup de pioche de l'école et à sa livraison. On est sur des projets qui durent 3, 4, 5 ans. Et donc, ils ne pouvaient pas avoir anticipé au moment où nous livrions l'école, parce que j'avais une école en construction, le doublement. Et donc, c'est en cours de route qu'on réajuste, qu'on imagine la façon dont les uns et les autres vont s'installer. Et c'est pour ça que l'importance, même la rectrice le soulignait, du travail de collaboration. Parce que concrètement, ensuite, sur le terrain, ce sont les directeurs d'école et donc les enseignants, ce ne sont pas les maires qui ensuite vont mettre en œuvre l'utilisation et le fonctionnement pratique. Donc, il faut convaincre les maires, mais il faut aussi convaincre l'ensemble de la communauté éducative. Et le partenariat entre l'éducation nationale et les élus est essentiel. Et puis les parents. Et je dirais juste un mot sur le dédoublement des grandes sections, par exemple. Elles suscitent aussi aujourd'hui des questionnements. Le dédoublement des CP, CE1 s'était passé à peu près sereinement. Avec les méthodes pédagogiques, et c'est là, je rebondis, et un certain nombre de méthodes d'apprentissage qui ont été développées dans les grandes sections par les enseignants, font que les parents ne veulent pas les abandonner et donc ne veulent pas le dédoublement des grandes sections. Donc on est sur le système de gouvernance aujourd'hui, on voit ça sur nos territoires, la métropole de Lyon notamment. On en parlera de voir comment associer les parents. Olivier Klein, très vite, avant qu'on prenne les questions des... Juste un mot, c'est un sujet évidemment important et la manière dont on travaille avec l'éducation nationale en amont et le plus tôt possible sur ces sujets extrêmement importants. Moi, par exemple, à Clichy, dans toutes nos nouvelles écoles, on est très favorable à avoir un directeur unique de la petite section au CM2 et ça fait partie des réflexions qu'on a menées avec les directions académiques depuis longtemps. Ça veut dire que ça s'intègre dans le projet, y compris dans le projet architectural. Au moment des dédoublements, moi j'ai dit que j'allais pas devenir le salon de l'Algeco, donc parce que dans les écoles qu'on venait de finir, j'avais déjà plus de place. Donc il y a aussi beaucoup de co-intervention, c'est travailler intelligemment avec les équipes pédagogiques. Il y a des moments où on choisit parce que c'est possible le vrai dédoublement, d'autres moments où on a de la co-intervention et si elle est réfléchie, approprié par les enseignants, c'est aussi des vraies réussites. On avait beaucoup du dispositif plus de maîtres que de classes avant à Clichy, et c'était des dispositifs qui avaient fait leurs preuves. Et il y a d'autres évolutions. Par exemple, l'école maternelle obligatoire. Moi, j'avais beaucoup d'enfants de petites sections qui ne revenaient pas l'après-midi. Aujourd'hui, j'ai des dortoirs trop petits. Donc, il y a aussi ces questions-là qui arrivent d'un seul coup, qu'on n'a pas forcément bien anticipé. Alors qu'on peut anticiper dans la nouvelle école, mais dans celle qui... Donc, voilà, en permanence, on a des ajustements, mais comme c'est des dispositions positives, on essaye de trouver des dispositions pour y répondre. Mais c'est vrai que c'est important que les évolutions soient partagées, travaillées le plus en amont possible. Après, on ne peut pas toutes les deviner. Mais voilà, globalement, ce qui est important, c'est que les fonctions de l'école, dans nos quartiers en particulier, mais pas seulement, soient vraiment comprises par les parents. Et dans les projets d'école neuve ou dans les projets de réhabilitation, il faut associer à la fois les équipes enseignantes, même si on sait, Hélène a raison, un projet d'école qu'on décide aujourd'hui, on l'inaugurera dans 5 ans. C'est 5 ans le temps de latence? À peu près. À peu près 4-5 ans. À peu près, oui. Je vous propose d'ouvrir quelques questions aux spectateurs qui sont chez eux ou au bureau et qui suivent ces journées de manière un peu particulière, même si ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés. Des questions qui ont été sélectionnées par Alice Collet et Benoît Zeller de l'ANRU. Avant de vous soumettre la première des questions, je vous propose à vous qui êtes devant votre ordinateur de participer à un débat en ligne pour essayer d'avoir votre avis, à vous aussi, et je pense que les participants à cette table ronde s'en empareront. Donc, le projet de rénovation urbaine sur lequel vous êtes mobilisés traite le sujet école un peu, beaucoup, pas du tout. Et ensuite, le projet de rénovation urbaine sur lequel vous êtes mobilisés traite le sujet école très en amont du projet urbain, une fois le projet de rénovation urbaine validé par l'ANRU, ou en parallèle de l'élaboration de la programmation urbaine, voire a posteriori, on aurait pu rajouter.
éventuellement de temps en temps. Première question, elle vient de Maxence Moretto de l'ADEUS, qui vous dit, vous parlez anticipation, prospective pour adapter l'école aux transformations des quartiers générées par le renouvellement urbain ou par les politiques scolaires, dédoublement des CP, il donne cet exemple. Pourrait-on envisager, je pense que c'est plus une question pour vous, Olivier Klein, de travailler aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire d'adapter les stratégies habitat, logement, peuplement à la vocation attendue de l'école de demain? Pourquoi moi? L'ANRU. Mais c'est les deux en même temps, enfin, si j'ai compris la question. La question du renouvellement urbain, c'est la question de toutes les questions que se pose la ville. Donc évidemment celle du logement, celle des équipements publics et en particulier de l'école, mais Hélène a parlé des équipements sportifs et on sait que dans ces quartiers en politique de la ville, souvent on a des défaillances des différents outils. Hein. En Seine-Saint-Denis, on est un des départements de France où il y a le moins de surface sportive par habitant et Clichy-sous-Bois a encore moins de surface sportive par habitant que la Seine-Saint-Denis. Donc voilà, il y a toutes ces prérogatives-là et ces difficultés-là qui sont les nôtres. Donc à un moment, là où on refait la ville, il faut refaire l'école. Je pense que c'est une obligation, un passage obligé, en tout cas en termes de bâti, en termes d'économie d'énergie aussi, hein, parce que les écoles dont on parlait construites au milieu des années 60, c'est comme le bâti, c'est des passoires thermiques et heureusement, il n'y a pas que l'ANRU, hein, il y a d'autres dispositifs qui permettent d'améliorer. Quand je disais que j'allais refaire une école à Clichy-sous-Bois complètement, toutes les autres, en même temps, on les réhabilite, on les isole par l'extérieur, on réfléchit aux circulations des enfants dans l'école, on réfléchit, on essaye en tout cas de réfléchir au temps extra et périscolaire, on essaye de réfléchir avec l'éducation nationale au projet petit déjeuner, parce que quand on a 100% des écoles en REP+, eh bien on est aussi concerné par les dispositions du plan grande pauvreté et de mettre en place le petit déjeuner, et c'est pas simple. Est-ce qu'on fait le petit déjeuner sur le temps scolaire, au début du temps scolaire, est-ce que les enfants montent dans la classe et redescendent, enfin tout ça c'est un travail qu'on mène tous les jours avec l'éducation nationale dans nos villes. Donc voilà, je crois que j'ai perdu la question, mais globalement... Vous avez donné votre réponse. J'ai essayé de donner une réponse. J'ai une proposition peut-être pour réconcilier les temps, parce qu'en fait c'est ça le sujet, le temps de l'immobilier, le temps du bâti scolaire, le temps d'un grand programme. C'est vrai, ça n'est pas forcément celui du temps des réformes, mais je crois qu'il y a deux jalons qui sont importants dans lesquels on ne se parle pas assez, mais on y travaille tous, et l'ANRU en particulier. Le premier temps, c'est celui très en amont qui confronte les tendances aux questions du bâti. Donc, quelles sont les grandes tendances de demain qui ont un impact architectural, immobilier? Eh bien là, je crois que les questions de bien-être, de santé, d'hygiène, on les voit de manière extrêmement présente. Les questions d'ajustement des apprentissages, de personnalisation doivent donner lieu à de la flexibilité sur le bâti scolaire, à une forme d'agilité. Donc je n'en cite que deux, mais on pourrait les multiplier, et c'est ça la partie très amont, très prospective, sur laquelle il faut se parler, parce que derrière, vous avez des référentiels collectivités locales que vous pouvez ajuster et sur lesquels, voilà, on peut, moi j'en suis persuadée, vraiment échanger très en amont. Et puis il y a une deuxième phase, c'est celle du projet. Et en général, quand on mène un projet immobilier, eh bien, on parle au chef d'établissement, on lui parle pendant qu'on mène les travaux. Et là aussi, il y a une carte à jouer avant la programmation, pendant la durée du projet. Et c'est ce dialogue-là, au cours d'un projet, qui peut-être mérite d'être renforcé et peut permettre des ajustements de part et d'autre. Côté collectivité locale, même si un programme c'est un programme, une fois qu'on est lancé, les marchés sont signés, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, si on s'est parlé juste avant, ça permet de bien avancer. Et côté éducation nationale, parce que là, par exemple, le nouveau collège de Mantes, dont je vous ai parlé, il amène l'éducation nationale à se transformer puissamment. Et donc nous aussi, il faut qu'on soit capable de faire de la conduite du changement avec des enseignants pour leur dire, vous allez avoir un superbe amphithéâtre. L'amphithéâtre, comment on fait pour mettre les jeunes? Vous allez avoir des maisons comme des maisons d'Harry Potter sur telle ou telle thématique. Comment on fait pour animer tout ça? Donc voilà, donc le penser en amont, mais aussi pendant les projets, on a là aussi une gouvernance à mettre en place. Ça rejoint la question que je vous posais tout à l'heure. Vous allez les voir quand, vous, à l'ANRU? Dès que vous savez?
Alors, à l'ANRU, on se retrouve Il est pas parfois. loin, hein. C'est pour ça que vous montrez du À doigt. l'ANRU, on se retrouve parfois lors d'inauguration. C'était le cas à Gonesse il n'y a pas très longtemps. Mais il y a une place pour l'ANRU, par exemple, dans la cellule bâti scolaire que je viens de mettre en place. Et on fait partie de la cellule bâti scolaire nationale. Alice, qui modère, nous représente brillamment. J'ai une question, je ne sais pas à qui elle s'adresse, de Marie Delpont d'Albi, qui demande quand est-ce que le dédoublement des CP et CE1, prévu dans les quartiers prioritaires de la ville, mais qui n'est pas appliqué dans le quartier prioritaire d'Albi, le QPV de Cantepeau, sera mise en route. Quelqu'un peut lui répondre ou pas? C'est pas votre Je périmètre. crains que ce soit pour moi. Normalement, c'est loin quand même de Versailles, mais... oui, mais normalement... Il y a peut-être de la co-intervention. Des fois, certains estiment que ce n'est pas mis en place parce que les enfants ne sont pas séparés dans 2 locaux, mais s'il y a 2 enseignants, on est dans un dispositif qui est... celui du dédoublement. Oui, je rejoins le dédoublement des classes de CP parce qu'à partir du moment où on est en REP+, en tout cas, ce qui est l'autre vérification à faire, les dédoublements normalement sont systématiques. Oui, c'était en tout cas ce qui a été ainsi dit aux élus locaux. Pour revenir à ce que disait Madame la rectrice sur la question de la réflexion et du partage, c'est vrai que c'est extrêmement important. Moi, cette semaine, j'étais en train de travailler sur mon nouveau projet d'école où on est très très loin, on est au stade APS et on travaillait avec les directeurs d'école sur le positionnement de leur bureau et de la réflexion sur la circulation des enfants, etc. Donc c'est vrai que si on s'en donne les moyens, c'est pas toujours simple et effectivement, on travaille peut-être avec un directeur qui ne sera plus là, mais avec quand même une vision de directeur. Regardez la circulation des enfants, les cours, et ça c'est une vraie question sur laquelle on a tous beaucoup à progresser sur ce qu'est une cour d'école. C'est pas aujourd'hui l'immense carré de bitume qu'on a pu connaître. Il y a la question des îlots de chaleur, des îlots de fraîcheur, du genre, et où vont les filles, où vont les garçons, sur lesquels à l'ANRU et beaucoup de maires, on est de plus en plus attentifs à ça, sur comment on s'approprie ou on ne s'approprie pas sa cour d'école. Donc c'est tous ces sujets-là qui doivent être pour nous tous au cœur de nos réflexions et sur lesquels il faut qu'on partage avec des spécialistes. On n'est pas spécialiste de tout et il y a des gens qui ont réfléchi à toutes ces questions-là dans l'école. Et la question du périscolaire, c'est extrêmement important. On l'a vu au moment du passage à la semaine de 4 jours, les tensions qui ont pu exister sur le partage des locaux entre enseignants, animateurs, etc. Et il ne faut pas s'en satisfaire, il faut qu'on voit comment on progresse ensemble sur la meilleure connaissance. Et je pense que le bâti joue un rôle, mais aussi la manière dont chacun essaye de mieux comprendre le travail et le métier de l'autre. On va essayer de voir, vous l'abordez Olivier Klein, et on va aller dedans, de voir comment est-ce que peuvent s'élaborer des projets. On va essayer d'aborder la question du soft, si vous m'excusez. Je vous livre les résultats du sondage. Le projet de rénovation urbaine sur lequel vous mobilisez traite le sujet école beaucoup à près de 60%. Donc on n'est pas totalement à côté de vos préoccupations à vous. Et pour la deuxième question, qui était... À quel moment est-ce que cette réflexion, très en amont du projet urbain, là, peut-être qu'il y a quelque chose à anticiper. Une fois le projet urbain validé par l'ANRU, ça fait moins de la moitié. Et en parallèle de l'élaboration de la programmation urbaine, 58%. Donc peut-être vous insistiez. Et je vous transmets, Charline Avenel, les remerciements de l'auteur de la question, Maxence Moretto, qui a envoyé un message pour vous remercier. Donc je vous le fais passer. Ariane Azéma, on rentre presque dans votre cœur de métier, là j'ai envie de dire, à la Ligue de l'enseignement. Vous êtes présent dans 24 000 communes, si je ne me trompe pas, en tout cas vous le dites. C'est plusieurs centaines de milliers de bénévoles, c'est un maillage unique dans ce pays, la Ligue de l'enseignement. Comment est-ce que vous faites tomber, forcer les portes de ces murs? Il y avait une des questions que je n'ai pas pu prendre qui disait: j'ai vu une très belle école construite par l'ANRU avec des grilles aux fenêtres et des murs de 3 mètres. Pour le symbole, comment est-ce que vous faites rentrer, vous, un peu d'extérieur, parce que c'est ce que vous essayez de faire, de construire un projet pluridisciplinaire, d'en être un des artisans. Oui, alors la Ligue de l'enseignement, c'est effectivement
plus de 30 000 associations, voilà, réparties sur tout le territoire national, qui, avec plus de 300 000 bénévoles, qui, au fond, s'engagent pour développer la lecture auprès des enfants et des adolescents, dans le temps périscolaire comme dans le temps scolaire. C'est le programme Lire et faire lire. C'est des bénévoles qui s'engagent, bien sûr, autour des activités sportives, des activités physiques, qui est historiquement un champ très important de la Ligue de l'enseignement et de ces fédérations sportives que sont l'UCEP et l'UFOLEP. C'est aussi des activités culturelles et tout ce qui accompagne, au fond, les loisirs éducatifs, les vacances. Donc c'est tout un réseau. Alors, si je suis tout à fait honnête, et je compte bien l'être aujourd'hui, la Ligue de l'enseignement est un des réseaux d'éducation populaire. C'est effectivement le plus grand, le plus ancien, mais elle n'est pas le seul. On a beaucoup de camarades et d'autres associations actives. Ce qui me semble important J'étais à titre personnel très étonné de la pyramide des âges de vos adhérents pour préparer ce plateau. Ils sont âgés ? Non, ils ne sont pas âgés. Jeunes. Alors, il y a les deux, en fait. Il y a les deux. C'est-à-dire qu'à la fin... Je m'attendais à un étiage autour de 55 ans et il est plutôt à 40, quoi. Alors, en fait, ce sont toujours les effets des moyennes. Vous avez toute une partie de retraités de l'éducation nationale, et pas seulement, qui sont extrêmement impliqués et qui poursuivent au fond un engagement professionnel à titre citoyen une fois leur retraite acquise. Et vous avez aussi, bien sûr, beaucoup de jeunes. On a plus de 20 000 jeunes en service civique, par exemple, pas seulement dans les écoles, mais aussi dans les écoles. Et au fond, tout l'enjeu de la Ligue, c'est bien sûr d'accompagner les enfants et les adolescents, mais c'est au fond d'accompagner l'ensemble de la société dans un parcours d'engagement et citoyen. D'éducation populaire. D'éducation populaire, absolument, c'est-à-dire d'émancipation pour tous et par tous. Charline Avenel, la solution éducation nationale, c'est la cité éducative. La première a été inaugurée sur votre territoire, hein, c'est Grigny. Il y en a un certain nombre d'autres. Est-ce que ça vous paraît être la réponse, justement, pluridisciplinaire, qui fait tomber les murs, qui associe les parents, qui réutilise les bâtiments La cité éducative, honnêtement, c'était un outil absolument exceptionnel qui s'est révélé à lui-même. Moi, je vais vous dire, Grigny avait mené une expérience fondatrice, mais j'étais tout de même dubitative au lancement, et j'en ai lancé 12 dans l'académie. J'étais dubitative parce qu'on a beaucoup d'acteurs sur le territoire, et puis il y a l'empilement des strates ensuite du département, de l'académie, de la région, du ministère. Et donc je me disais, comment faire fonctionner tout ça ? Honnêtement, c'est la révélation. Là aussi, ça fait ses preuves dans l'année qu'on vient de traverser. 2 exemples de très grande agilité des cités éducatives. Premièrement, sur l'équipement numérique. Dans un contexte de très grande fracture numérique, on a su redistribuer en quelques semaines 15% du budget annuel pour apporter des tablettes dans toutes les cités éducatives de France. Deuxième chose, sur le plan de l'aide sociale, de l'aide aux confins sociales, psychologiques, aux confins de ce qui se passe dans l'école et du coup de ce qui se passait dans le confinement, là aussi une très grande réactivité. Et donc la clé de la réussite, c'est quoi ? Eh bien, c'est des acteurs, les villes, les associations, l'éducation populaire, l'éducation nationale, qui sont ensemble autour de l'élève. La donnée, c'est l'élève, le jeune. Et d'ailleurs, c'est même pas l'élève, c'est le jeune. Oui. Et ça fonctionne remarquablement bien. Depuis, on a eu beaucoup de réussites. Par exemple, quand on dit on va faire les vacances apprenantes, on décide quand même l'année dernière, au mois de juin, de faire les vacances apprenantes. C'était une extraordinaire réussite. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'on a l'ensemble des acteurs institutionnels qui se penchent sur le berceau et sur le parcours du jeune. Ce travail de réseau, il repose sur qui au sein de l'éducation nationale dans une cité scolaire ? Il y a un coordinateur qui se charge d'aller voir les associations, d'aller voir les associations de parents, de les faire rentrer dans l'école ? Oui, on a dans chaque cité éducative mis un peu de moyens humains de coordination. Parce que la question des moyens humains, elle se pose souvent dans votre... Absolument. Et évidemment, sur ce type de projet, le coût de coordination est évidemment immense. Et puis en plus, il faut chausser les lunettes de l'autre. Il faut aller habiter les interstices, parce que c'est ça les cités éducatives. C'est se dire comment je fais du vélo le matin,
comment je mets les enfants à l'école pendant les vacances pour faire de l'école ouverte, et puis l'après-midi, je leur propose un programme de vélo. Donc on est sur des interstices entre le scolaire, le périscolaire et bien d'autres choses encore. Et donc pour ça, il faut de la coordination. Donc il y a un petit peu de moyens humains qu'il faut sans doute renforcer, parce que là c'est en train de beaucoup grossir dans chaque cité éducative. Il y a des moyens à l'échelle départementale qui reposent sur des moyens d'éducation nationale et ministère de l'Intérieur, politique de la ville. Vous en avez 12, vous, dans votre académie? Oui. Aujourd'hui. Hélène Geoffroy, vous, en tant qu'élue, justement, comment ce que raconte Charline Avenel est reçu de votre côté? Est-ce que vous avez l'impression que, grâce à ce dispositif, vous avez trouvé un langage commun avec l'éducation nationale? Ce qui est sûr, c'est que les cités éducatives sont nées aussi, et d'abord d'ailleurs de l'engagement des maires. L'histoire, évidemment, est celle de Grigny, d'un appel d'ailleurs que nous lançons ensuite à Grigny, un certain nombre de maires en disant, voilà, l'appel de Grigny. Philippe Rio, qui doit probablement être devant son écran aujourd'hui. J'espère, en tout cas, on pourra, voilà, ça me permet de le saluer et dire que depuis Grigny, nous avions lancé un certain nombre d'alertes, d'inquiétudes évidemment, et puis redit l'affirmation de l'école. On l'a dit dans toute la première partie de notre débat. C'est l'école qui fédère, mais c'est l'école aussi qui permet de dire à l'ensemble de nos habitants qu'ils sont pleinement dans la République parce qu'on y mobilise des moyens. Or, à l'époque dont je parle, 2017-2018, nous sommes à un moment où la question du périscolaire a beaucoup tendu les relations entre les maires et l'éducation nationale, parce que nous ayons été pour ou pas, ou favorables ou pas aux 4 jours et demi, la réalité de la relation entre les animateurs des villes et les enseignants a été très complexe, je le dis tranquillement, la période est passée. Complexe avec les parents aussi. Dans ma ville, j'ai organisé un vote une fois que le ministre de l'Éducation nationale nous a dit chaque ville choisit son rythme scolaire. J'ai fait voter les parents, d'ailleurs un vote avec une participation bien plus importante qu'à toute autre élection, tant les parents voulaient revenir à 4 jours. Et ce qui a été fait, j'ai suivi, j'ai fait un vote, chaque école, les parents ont voté avec urne isoloir, etc. Et donc, à ce moment-là, les cités éducatives sont à la fois la capacité de travailler ensemble, mais aussi la reconnaissance qu'on ne peut pas être sur des temps séparés, et qu'un enfant, évidemment un jeune, est un tout, et que lorsqu'on l'a en tant que parent, on l'a dans un club sportif, on l'a à l'école, il faut que l'on puisse construire un parcours, et en construire, c'est ce que disait même la rectrice, autour du jeune, pour occuper tous ces temps. En tout cas, moi, c'est ainsi que je le vois. Il faut que nous puissions accompagner tous les temps du jeune, et la cité éducative, c'est 0-25 ans. Donc on l'accompagne depuis le berceau jusqu'à sa sortie dans le monde du travail, dans sa vie professionnelle. Sans temps mort, c'est ça l'idée. Et l'idée, pour moi en tout cas, sans temps mort. Et donc ça nécessite que tout le monde se parle, tout le monde échange et qu'on co-construise les axes. Et donc, dans ma ville, nous avons installé les parents d'élèves, l'éducation nationale évidemment, mais toutes les associations volontaires sur un travail, parce que tout le monde avait bien conscience que dans les difficultés que nous pouvons traverser en termes de crise, ce n'était pas encore la crise sanitaire, mais malgré tout questionnement de notre jeunesse, questionnement sur ses perspectives, il fallait remettre les adultes pleinement sur le terrain et dans tous les temps, avec des formations évidemment qui sont différentes. Et puis l'éducation nationale, et je pense que la rectrice le partagera, a aussi accepté, et c'est vraiment bien, de pouvoir s'ouvrir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'éducation nationale et la politique de la ville. Comme j'étais secrétaire d'État à la ville, je redis, c'est le ministère de la ville et le ministère de l'Éducation nationale qui travaillent ensemble, le ministère de la ville qui finance les actions. Et donc, au moment où j'en suis, très là, moi aussi, j'observais enfin une attente. Moi, quand j'ai annoncé aux parents d'élèves, parce que maintenant j'ai créé un conseil consultatif des parents d'élèves élus qui réunit l'ensemble des parents d'élèves élus de la ville, que le recteur de mon académie, d'ailleurs, a rencontré, d'une centaine de parents. Quelle était la question des parents? Les questions des parents étaient... Est-ce que dans une école de banlieue, on peut réussir aussi bien qu'au centre-ville de Lyon, enfin, ce qui nous concerne? Est-ce que vraiment tous les enseignements sont de même nature? Est-ce que ce que nous, en tant que mairie, on propose en périscolaire est intéressant? Et comment s'occupe-t-on de 2 populations scolaires, ceux qui sont les plus en difficulté, mais ceux aussi qui vont bien? Comment les aidons à faire le plus possible avec les capacités qu'ils ont? Et de ça est né un vrai programme partagé avec l'Éducation nationale, vraiment je le reconnais, et qui a intégré finalement une capacité, à mon avis, de faire
de se parler, mais surtout de faire. Et évidemment, pendant le confinement, première étape, ça a été les tablettes que nous avons pu distribuer de façon rapide. Les vacances apprenantes, vous en a parlé, parce que nous, l'enjeu des vacances était un enjeu majeur l'an dernier. Nous avions échangé au niveau national. Et puis ensuite, les vacances là. Mais moi, j'insiste sur le fait que les cités éducatives, c'est traiter le scolaire, le périscolaire, l'extrascolaire et faire des vacances un vrai temps. Les vacances, c'est pas simplement le moment où on ne va pas à l'école. C'est un temps où on construit quelque chose. Les enseignants sont avec nous sur le temps des vacances apprenantes et les autres acteurs sont aussi sur les autres jours et on ne laisse plus les jeunes livrés à eux-mêmes. Voilà. Ariane Azéma, les cités éducatives, j'ai presque envie de dire que ça pourrait être une forme de consécration pour la Ligue de l'enseignement en termes d'association de tous les acteurs sur un territoire. Est-ce que vous avez l'impression que ça change quelque chose et que ça vous facilite justement ce travail de mise en réseau que vous défendez ? Alors, la Ligue de l'enseignement est très impliquée dans les cités éducatives. On a un vice-président au Conseil national et on anime plusieurs groupes pilotes et on est assistant à maîtrise d'ouvrage dans au moins une trentaine d'entre elles. Donc on est très effectivement très impliqué parce que ça correspond bien, comme vous l'avez dit, à ce qu'on défend depuis très longtemps. L'épure de votre projet. La continuité des temps de l'enfant qu'évoquait Hélène Geoffroy à l'instant. L'implantation aussi en quartier politique de la ville, la Ligue est aussi bien présente en rural isolé qu'en milieu urbain dense. Voilà. Donc effectivement, ça correspond tout à fait à l'approche qu'on défend. J'en profite, au fond, je me décale un tout petit peu de la Ligue, voilà, mais je pense qu'on a eu pas mal d'échanges qui montrent un très grand rapprochement des cultures entre l'éducation nationale et la politique de la ville. Et c'est un chemin qui est assez tortueux quand même. Voilà. On peut saluer le rôle de l'ANRU, et je me souviens d'un guide sur la place de l'école dans le projet urbain fait au fond avec toute une série d'administrations centrales qui était assez difficile. Ensuite, restent des réalités très compliquées. On évoquait tout à l'heure des temporalités différentes. Charline Avelel évoquait l'effort de prospective de l'éducation nationale, mais l'éducation nationale, elle est organisée, centrée sur la préparation de la rentrée, c'est-à-dire elle est à 1 an, de façon, j'ai envie de dire, tout à fait nécessaire, puisque la nation attend que au 1er septembre, toutes les écoles de France et de Navarre fonctionnent. Voilà. Et le 2. Et c'est le 2, et sans parler des collèges et des lycées. Donc, il y a encore pas mal de travail. Et c'est vrai que ce qui est intéressant avec les cités éducatives, et qui intéresse particulièrement aussi la Ligue, c'est qu'effectivement, il n'y a pas que l'école. Il y a aussi les centres de loisirs, l'ensemble des équipements. Parce que parfois... Vous avez l'impression que ça fait tomber les murs ? Oui, et puis surtout, on a mis un petit peu de temps, mes amis de l'ANRU ne m'en veuilleront pas, j'espère, mais à intégrer l'école dans la question des projets urbains, il faut aussi intégrer tout ce qui est autour de l'école. J'ai quelques exemples de programmes ANRU qui auraient peut-être pu intégrer un centre social, une crèche, on a toute la question de la petite enfance, donc on progresse, voilà, mais on a encore certainement du chemin. Et le dernier point que j'en profite, peut-être un sujet démographique. On a évoqué deux villes qui ont des croissances démographiques importantes, une forte jeunesse. Mais vous avez aussi pas mal de QPV où le sujet, c'est pas la croissance démographique, c'est plutôt la déprise. Absolument. Et on voit bien que là, les configurations, les enjeux éventuellement d'éviction, parce que l'école, c'est la solution, mais des fois, c'est aussi l'obstacle à toute une série de questions de mixité, si on est là aussi un peu franc. Et c'est vrai que moi, ce qui me frappe aussi, c'est la difficulté à monter en généralité. Donc, il nous faut des outils, des formations communes, des idées ou des projets de type cité éducative, mais ensuite on se retrouve face à, encore une fois, des configurations territoriales extrêmement diverses. Et la déprise démographique, notamment dans le grand quart nord-est français, dans toute une série de villes moyennes, pour les écoles comme pour les collèges, est un sujet tout à fait important, parce que là on ne va pas être dans des créations, on va être dans des reconfigurations, des rénovations qui sont également très, très sensibles à la question de la qualité du projet urbain. Fermer un collège, c'est pas plus facile que d'en ouvrir. Oui, ou le regrouper avec une école, ou avoir de nouvelles formes administratives et de continuité, là encore, dans la prise en charge des jeunes, voilà, et des enfants. Oui, il y a de beaux challenges encore à venir. Olivier Klein. Non, moi, je partage complètement. Ça fait partie des sujets que l'on mène. Fermer un collège, réfléchir, le cycle 3. À Nîmes, par exemple, il y a un collège qui a été fermé avec une réflexion sur la carte scolaire. À Toulouse ou à Pau, Nicolas me... Pardon, Toulouse. À Toulouse, il y a aussi dans le quartier une relocalisation avec une réflexion. Donc,
l'ANRU ne peut pas participer au financement de tout. Et puis il y a aussi des prérogatives départementales, régionales sur un certain nombre de choses. Et puis je crois que l'école primaire est quand même notre priorité, parce que les collectivités locales qui doivent les financer sont quand même pas les plus riches et de loin. Néanmoins, il arrive que l'ANRU accompagne lorsque un collège doit être prévu à la fermeture, mais la réutilisation, le réemploi des locaux fait partie des réflexions que l'on mène. Après, Ariane l'a dit, la question de l'enfant, la question du jeune dans la ville nous préoccupe. Les centres sociaux, les crèches, la petite enfance, etc. Et d'ailleurs, les cités éducatives ne sont pas qu'une réflexion autour de l'école, mais bien, comme ça a été dit, sur l'ensemble des temps de l'enfant et tous les âges de l'enfant. C'est ça sa force. Mais il reste encore beaucoup à faire. Moi, je suis de ceux qui pensent que d'abord, il n'y a pas deux cités éducatives identiques. Chacune a ses particularité, et il faut surtout pas que ça devienne un espèce de vadémécum de ce qu'est la bonne cité éducative. Elles doivent être travaillées, évoluées. C'est surtout pas un tiroir caisse, la cité éducative. C'est vrai qu'on a été agile et qu'on a pu, dans le cadre de la crise Covid, faire financer notamment les équipements informatiques grâce aux cités éducatives et au financement. Mais ce qui a été mis dans les besoins informatiques pour lutter contre la fracture numérique n'a pas été mis ailleurs dans d'autres projets qui avait été anticipé au moment de la construction du projet. Donc voilà, je crois à ces cités éducatives comme un outil de travail en commun, d'appropriation commune, de faire connaissance, mais surtout, c'est pas une fin en soi. Enfin, c'est quelque chose qu'il va falloir faire vivre sur la durée et faire que l'ensemble des acteurs continue à se parler. Souvent, ce type d'outil, là où on a des cités éducatives, c'est là où on avait souvent un projet éducatif déjà bien travaillé avec l'éducation nationale, avec les CAF, avec les ensembles des partenaires de l'éducation et de l'éducation populaire. Mais souvent, la phase de réflexion est extrêmement riche. On met beaucoup en commun, on associe les parents, les enseignants, les sportifs, etc. Et on construit quelque chose de très volontariste, on le met en œuvre, mais souvent, c'est un peu mon expérience, on rentre dans une nouvelle routine. Donc il faut vraiment trouver les moyens de faire vivre ces cités éducatives sur la durée, en s'appuyant sur les constructions, la réalisation que l'ANRU notamment, mais plein d'autres permettent. Charline Evenel, Olivier Klein parle du juste à temps ou de l'adaptation à chaque territoire. Justement, est-ce que la pérennisation d'un projet de cité éducative, elle ne repose pas sur une équipe essentiellement? Et comment est-ce que vous faites? Comment est-ce qu'on fait pour essayer de stabiliser des équipes quand on sait le turnover qu'il y a dans ces établissements? Alors on est dans un moment qui est un moment de ressources humaines pour l'éducation nationale. Il y a à la fois un grand acte de dialogue social qui est le Grenelle, et puis chacune des académies a fait une feuille de route des ressources humaines. Et voilà, je crois que dans les mois qui viennent, il y a un enjeu absolument colossal. Est-ce que ça vous paraît fondamental d'asseoir des équipes sur des temps moyens Oui, absolument. Enfin, moi, je suis dans une académie qui souffre de son défaut d'attractivité. Si vous voulez, le nombre de contractuels recrutés chaque année est proche de 5000, auxquels s'ajoutent 5000 néo-titulaires qui arrivent et qui ne tarderont pas à repartir une fois qu'on les aura bien formés, qu'on les aura bien accrochés aux projets pédagogiques, notamment des cités éducatives et autres, et qui ne tarderont pas à aller dans le sud, en Bretagne, là où la vie est moins chère. Donc les enjeux de ressources humaines, et en l'occurrence là on parle de l'attractivité, sont absolument fondamentaux. Donc dans nos feuilles de route RH académiques, celles que l'ensemble des recteurs a fait il y a quelques semaines, eh bien, il faut qu'on travaille, pardon du gros mot, je vais encore me faire taxer pour mon vocabulaire, mais il faut avoir une marque employeur, il faut aller chercher par des moyens de communication modernes des candidats, attirer, faire des communautés, animer une communauté, deuxième gros mot, de managers de l'école. Donc voilà, c'est le cœur de notre est-ce qu'une belle école, ça donne envie, est-ce qu'une belle école, ça attire des enseignants? Alors évidemment, et les sujets d'ailleurs de bâti scolaire
on le voit là, sont dans le cadre du Grenelle, et par exemple, moi, dans cette fameuse feuille de route académique, les sujets de bien-être, les sujets de bâti scolaire sont des enjeux essentiels. Moi, je rêve qu'on travaille à ce que doit être la salle des profs de demain. La salle des profs de demain, enfin aujourd'hui, l'un des gros sujets pour les enseignants, c'est comment on remet du collectif. Et donc les enjeux de bâti scolaire et les enjeux de collectif de travail sont complètement cruciaux. Donc le bâti scolaire, si vous faites un sondage, si on a des enseignants derrière l'écran, je ne sais pas si c'est le cas, si c'est le public, en tout cas, si on leur demande le degré d'importance de ces questions de bâti, vous verrez qu'il est tout à fait fondamental. On a du mal à identifier qui est enseignant. Il nous reste quelques minutes avant de clore cette table ronde. Juste un mot là-dessus. La question du recrutement. Par rapport au personnel et au personnel qui reste ou qui ne reste pas. Enfin, moi, je crois vraiment qu'il est extrêmement important que dans nos quartiers, on donne envie à nos populations de rentrer dans ce magnifique métier qui est le métier d'enseignant. Enfin, je crois aux classes préparatoires et je me bats depuis de nombreuses années. C'était ma future question. Mais par exemple, il y a des expérimentations de classes prépa professeurs des écoles. Je pense qu'il faudrait que dans quasiment tous les lycées des quartiers en politique de la ville, ces classes prépa professeurs des écoles arrivent. Le dispositif apprenti professeur est un très beau dispositif. C'est ma vie personnelle. Enfin, moi, c'était l'équivalent de ça de mon jeune temps. Et c'est pour ça que je suis devenu enseignant, parce que j'ai pu aller vers ce métier, parce qu'il y avait un dispositif qui permettait à des jeunes étudiants d'être salariés et puis d'être inscrits dans un parcours. Donc, je pense vraiment qu'il faut qu'on valorise ce métier d'abord auprès des habitants de nos quartiers pour leur donner envie et leur donner les moyens d'aller vers ces métiers, parce qu'eux, ils partiront pas. Pour beaucoup d'entre eux, ils auront envie d'investir. Et je crois que c'est vraiment un investissement gagnant-gagnant que de travailler sur ces questions-là très vite dans nos quartiers et plus vite qu'on l'a fait jusqu'à présent. Et je rajouterais que les cités éducatives sont un vecteur d'attractivité, parce que moi, cette année, de nouveaux principaux sont arrivés dans ma ville et sont arrivés par choix, parce qu'il y avait aussi le projet de cité éducative, et puis la question du bâti, du numérique, des conditions de travail, parce que c'est aussi ça quand on fait une politique de RH, il faut parler des conditions de travail, est importante. Elle est importante pour que les parents choisissent de rester, d'inscrire leurs enfants dans l'école, mais elle est importante pour les enseignants aussi. Alors pour finir, et je voulais poser cette question, donc on va le faire très vite parce qu'il nous reste 2 minutes à peu près. Je voudrais quand même qu'on aborde la question de l'offre scolaire. Est-ce que mettre des options rares dans un établissement situé dans un quartier, ça lui donne de l'attractivité? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez, vous, à l'académie, est-ce que c'est un levier que vous voulez saisir ou pas? Moi, je crois qu'il faut être exigeant et que toutes les offres qui sont ambitieuses sont de nature à stimuler la persévérance, à muscler le muscle de la persévérance et à donner envie d'apprendre. Je pense que d'ici très peu de temps, il y aura probablement un palier qui sera franchi, par exemple, sur les sections internationales et sur le volet linguistique. À la rentrée prochaine, on met en place un nouvel enseignement spécifiquement, d'ailleurs, ciblé dans des quartiers qui sont plus fragiles, de français renforcé cultures antiques. Et voilà, je crois que cette exigence-là et cette offre diverse, mais qu'il faut pouvoir proposer dès le plus jeune âge, parce que si vous voulez mettre une section internationale dans l'est du Val d'Oise, à un moment où les jeunes n'ont pas forcément un cursus de langue depuis le plus jeune âge, c'est sympathique, mais ça ne crée pas de la réussite. Donc en réalité, l'enseignement et l'exigence de l'enseignement, et y compris d'options qui sont rares, elle doit pouvoir se faire dès le plus jeune âge. Donc en termes linguistiques, c'est faire des pôles bilingues de tout jeune, et puis amener les enfants au collège, et puis peut-être ensuite dans des sections internationales. Et les filières artistiques aussi ? Absolument, mais absolument. Les filières artistiques, elles sont complètement déterminantes d'abord pour l'épanouissement, pour la culture humaniste, pour là aussi cette ouverture d'esprit absolument nécessaire. Et de ce point de vue, on va expérimenter là très vite le pass culture avant 18 ans. Et tout ce qui va être éducation artistique et tout ce qui est option artistique va prendre une ampleur très très grande. C'est l'équivalent d'une multiplication par 10 des crédits qui sont dédiés à ces questions, et donc je pense sont des perspectives prometteuses.
Merci à tous. On a commencé par un consensus sur les 90% de désirs d'école. Il y a eu quand même consensus autour de cette table. On a passé 1 heure ensemble. Merci à Charline Avenel de nous avoir rejoints. Olivier Klein, merci. Hélène Geoffroy, merci. Ariane Azéma, merci de votre participation à tous pour ce débat organisé, je le rappelle, par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Merci à tous de votre attention. Merci à Benoît Zeller et Alice Collet de l'ANRU pour leur aide en coulisses. Merci à Paul Urbain et aux équipes techniques qui ont assuré la diffusion de cette séquence et sa réalisation. Il est 17h et quelques minutes. Dans une demi-heure, vous retrouvez le prochain rendez-vous avec des témoignages d'élus. Je crois que vous serez toujours là, Olivier Klein. Vous ne bougez pas. Quant à nous, on se retrouve demain à 9h30 après l'intervention de la ministre du Logement. Ce sera en direct sur ce débat. Merci, au revoir.